Un cas social, annonça oncle Victor en levant son verre. Nous le savons tous. La table rit. Je souris poliment et m'excusai. Depuis le couloir, j'envoyai un message à mon gestionnaire de biens, ne pas renouveler le bail du 440 Méridien. Le laisser expirer comme prévu. L'associé d'oncle Victor l'appela. 4 fois avant que le dessert ne soit servi. Le dîner de Noël de la famille Callaway avait un plan de table et tout le monde le connaissait. La longue table en acajou dans la salle à manger de ma grand-mère pouvait accueillir 22 personnes. Mon oncle Victor était assis en bout de table, non pas parce que grand-mère Héloïse lui avait donné cette chaise, mais parce qu'il avait simplement commencé à s'y asseoir il y a 8 ans, et personne ne l'avait contesté depuis. Sa femme, tante Renée, était assise à sa gauche. Leur fils Marcus, qui venait d'être accepté dans un programme de droit qu'il ne cessait de mentionner, était assis à sa droite. Mes cousins s'arrangeaient en fonction de leur proximité avec Victor, comme des planètes en orbite autour d'un soleil dont ils avaient désespérément besoin pour rester au chaud. J'étais assise près du bout, à côté de ma grand-mère et en face de ma cousine Tiffany, qui avait 23 ans et avait récemment découvert que porter des blazers au dîner de famille lui donnait l'air de comprendre la finance. C'était le 23 décembre. La table était garnie de jambon glacé, de gratins de patates douces, de feuilles de choux cavalier, de pain de maïs et de 3 tartes différentes. Ma grand-mère avait commencé à 6 heures du matin. Tout sentait exactement comme Noël était censé sentir. Et pendant les 2 premières heures, tout allait bien. Puis, oncle Victor se leva avec son verre de vin. Il faisait cela chaque année. Se lever, taper sur son verre et prononcer ce qu'il appelait un toast, mais qui était en réalité une évaluation de la performance de la famille. Il commença par les réussites. L'admission de Marcus en faculté de droit, l'article récent sur son restaurant dans le magazine de la ville, et le gala de charité de Renée qui avait récolté 40 000 € pour une cause qu'elle n'arrivait jamais à nommer correctement. Il passa méthodiquement en revue les cousins, distribuant les éloges comme un homme qui comprenait qu'une générosité contrôlée fidélisait les gens. Puis il en vint à moi. Et puis il y a notre Maya. Il sourit chaleureusement, du genre de chaleur qui cache de la glace. Toujours en train de faire son petit truc dans l'immobilier. De l'immobilier, dis-je aimablement. Oui, oui. Il agita la main. Nous la soutenons. Vraiment. Il chercha la confirmation autour de la table et la reçut sous forme de hochements de tête polis et d'expressions soigneusement neutres. Mais soyons honnêtes les uns avec les autres, car c'est à cela que sert la famille. Il leva son verre un peu plus haut. Maya a toujours été celle pour qui nous nous inquiétons, celle dont nous prenons des nouvelles, celle dont nous. Il marqua une pause, sourit, me regarda droit dans les yeux. Point prenons soin. Tante Renée hocha lentement la tête. Un cas social, dit-il, sa voix portant cette légèreté particulière que les gens utilisent quand ils veulent dire quelque chose de cruel et appeler cela de l'honnêteté. Et nous disons cela avec amour. Nous le savons tous. Il n'y a pas de quoi avoir honte. La table rit. Pas tout le monde. Ma grand-mère ne rit pas, ni ma cousine déjà qui regardait son assiette. Mais suffisamment de gens rire pour que le son remplisse la pièce et me presse comme quelque chose de physique. Je souris. Je pris ma serviette, la pliai soigneusement et la posai sur la table à côté de mon assiette. Excusez-moi un instant, dis-je. Je me dirigeai vers le couloir. Voici ce qu'oncle Victor savait de moi. J'avais 31 ans. J'avais abandonné mon programme de MBA 7 ans auparavant, ce que ma famille avait traité comme un enterrement auquel elle devait assister. Je conduisais une Toyota Camry de 4 ans que mon cousin Marcus avait un jour qualifié de raisonnable pour quelqu'un dans votre situation. Je vivais seul dans un appartement de 3 pièces dans un immeuble de taille moyenne à l'est de la ville. Je portais des vêtements simples aux événements familiaux. Je posais des questions réfléchies sur la vie des autres et donnais très peu d'informations sur la mienne. Je faisais cela délibérément depuis 6 ans. Voici ce qu'oncle Victor ne savait pas de moi. Quand j'ai quitté ce programme de MBA, j'achetais déjà discrètement des biens commerciaux en difficulté depuis 2 ans en utilisant un petit héritage de mon grand-père, le défunt mari de grand-mère Héloïse, qui m'avait confié 180 000 € quand j'avais 22 ans parce qu'il disait que j'étais la seule de la famille à lire les états financiers pour le plaisir. J'avais utilisé cet argent avec prudence. Puis j'avais utilisé les rendements avec prudence. Puis j'avais utilisé ces rendements avec prudence. À 26 ans,
je possédais 6 propriétés. À 28 ans, 11 à 31 ans, la veille de Noël où oncle Victor leva son verre et me traita de cas social devant 22 membres de notre famille, je détenais un portefeuille de 31 propriétés commerciales et à usage mixte à travers la ville et 2 comtés voisins. Avec une valeur estimée combinée de 34,7 millions d'euros, générant 2,9 millions d'euros par an en revenus locatifs nets après dépenses et frais de gestion. Je n'avais pas de profil public. J'avais tout structuré sous Callaway Property Holdings LLC, que la plupart des gens ne pouvaient pas relier à moi sans un effort significatif. Mon gestionnaire de biens, une femme méticuleuse et profondément professionnelle nommée Sandra Okafor, s'occupait des communications avec les locataires, des négociations de bail et des renouvellements. Je me présentais pour signer des documents et prendre des décisions. Je ne me montrais nulle part ailleurs. La raison pour laquelle j'étais resté discrète était simple. J'avais vu ce qui arrivait à l'argent quand la famille l'apprenait. J'avais vu ma tante Renée emprunter 22 000 euros à ma grand-mère en 2017 et en rembourser 8 000, décrivant le reste comme l'aide que nous nous sommes tous apportés au fil des ans. J'avais vu Victor étendre son empire de la restauration, 3 établissements sous la marque Callaway's Kitchen avec un 4e en développement, en partie grâce à la confiance que lui conférait son rôle de pilier financier de la famille. Il aimait ce rôle. Il en avait besoin. Et j'avais, sans l'avoir planifié ainsi, acheté l'immeuble où son premier restaurant opérait depuis 11 ans. 440 Meridian Street, un immeuble à usage mixte de 4 étages dans un quartier dont la valeur avait discrètement triplé en une décennie. Je l'avais acheté il y a 4 ans lors d'une vente successorale, payant 2,1 millions d'euros pour un bâtiment qui s'était depuis apprécié pour atteindre une valeur marchande actuelle de 4,8 millions d'euros. Le restaurant de Victor occupait tout le rez-de-chaussée, 4200 pieds carrés, en vertu d'un bail qui avait été maintenu à travers 2 changements de propriétaire et n'avait pas été renégocié au prix du marché depuis 2016. Il payait 11 400 euros par mois. Le prix du marché pour cet espace dans ce quartier aujourd'hui était de 28 500 euros par mois. Je n'avais jamais augmenté son loyer. Je ne m'étais jamais présenté comme sa nouvelle propriétaire. Lorsque le bail est arrivé à renouvellement il y a 18 mois, Sandra s'en était occupée comme elle s'occupait de tout, efficacement et sans drame, le prolongeant au moins le mois pendant que les documents étaient en cours d'examen. Victor n'avait aucune idée de qui possédait l'immeuble. Ses chèques allaient à un compte de gestion immobilière. Ses communications allaient à Sandra. Les documents de prolongation du bail attendaient dans un dossier en attente depuis 6 semaines. Dans le couloir, j'ouvris mon téléphone. Je tapais « Sandra, 440 Meridian. Ne pas renouveler. Laissez le terme actuel expirer comme prévu. Pas de prolongation, pas de nouvelle offre. Avis de non-renouvellement standard selon les termes du bail. » Je l'envoyais. Puis je retournais à table, m'assis et demandais à ma grand-mère si elle avait besoin de quelque chose d'autre de la cuisine. L'avis de non-renouvellement de Sandra fut envoyé le jour ouvrable suivant, le 26 décembre, adressé à Callaway's Kitchen LLC au contact enregistré pour le bail. L'avis était courtois, professionnel et clair. Le propriétaire avait choisi de ne pas renouveler la location actuelle. L'arrangement au moins le mois existant prendrait fin dans 60 jours, selon les termes standards du contrat de location. Toutes les parties étaient encouragées à prendre leurs dispositions en conséquence. L'associé de Victor était un homme nommé Gérald Hutchkin, qui s'occupait de la partie opérationnelle et administrative du groupe de restaurants, tandis que Victor s'occupait de la marque et des salles. C'est Gérald qui reçut l'avis. C'est Gérald qui le lut 3 fois avant d'appeler Victor. Je le sais parce que Tiffany me l'a dit dans un message texte qu'elle m'a envoyé le 27 décembre qui disait « Ma belle, tu as entendu ? Le restaurant d'Oncle V sur Méridian a reçu une sorte d'avis d'expulsion ou quelque chose comme ça. Gérald l'appelle depuis ce matin. Le drame du dîner de Noël continue. Lol. J'ai répondu, c'est stressant. J'espère que ça s'arrangera. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis retourné à l'analyse immobilière que j'examinais pour une acquisition potentielle dans le quartier des Entrepôts. Ma mère était décédée quand j'avais 9 ans. Un cancer du sein, rapide et total, laissant derrière elle mon père, mon jeune frère Kendall, et un chagrin qui a redéfini la façon dont notre côté de la famille a été traité à partir de ce moment. Victor était le frère aîné de ma mère. Après sa mort, il s'était autoproclamé une sorte d'autorité sur nous. Prenant des nouvelles de mon père avec l'énergie de quelqu'un qui surveille une situation plutôt que de soutenir une personne. Commentant notre maison, nos vêtements, nos choix,
avec la certitude tranquille d'un homme qui croyait que son implication était un cadeau dont nous devrions être reconnaissants. Mon père était un homme discret, un ingénieur civil qui travaillait dur et nous aimait complètement, et qui n'avait aucun talent pour la joute sociale particulière que Victor préférait. Il a absorbé les commentaires de Victor pendant des années. Quand j'étais au lycée, Victor avait dit à mon père lors d'un barbecue familial, assez fort pour que 6 personnes l'entendent, que Kendall avait plus de potentiel brut que moi, et que peut-être mon père devrait concentrer son énergie en conséquence. Mon père n'avait rien dit. Je n'avais rien dit. J'étais rentré chez moi et j'avais ouvert le livre sur la littératie financière qu'un professeur m'avait donné et je l'avais lu de bout en bout pour la 3e fois. Je ne suis pas devenu riche pour prouver à Victor qu'il avait tort. C'est la version de l'histoire qui sonne mieux, donc je veux être précise. Je suis devenu riche parce que j'étais doué pour ça, parce que mon grand-père croyait en moi, et parce que j'ai trouvé que l'accumulation tranquille d'actifs réels était plus satisfaisante que n'importe quelle dispute que j'aurais pu gagner à une table de dîner. Mais je mentirais si je disais que la voix de Victor n'était pas quelque part en arrière-plan pendant chaque matin à 5 heures que je passais à examiner des rapports d'acquisition. Je mentirais si je disais que je n'avais pas pensé aux 440 méridians chaque fois que je m'asseyais à la meilleure table de son restaurant, invité par la famille, traité comme une convive alors que j'étais secrètement la raison pour laquelle les lumières restaient allumées. Je n'avais pas planifié le moment du dîner de Noël. Il l'avait fait lui-même. Les 2 premières semaines de janvier furent calmes de mon côté, et j'apprendrai plus tard, extraordinairement bruyantes du côté de Victor. Gérald avait immédiatement commencé à chercher des espaces comparables dans le quartier. Il n'en trouva aucun à un prix qui convenait. Le rez-de-chaussée du 440 Méridian était devenu le cœur opérationnel et réputationnel du restaurant original Callaway's Kitchen. Celui qui avait été présenté dans le magazine, celui où Victor amenait les investisseurs, celui auquel il faisait référence dans chaque présentation pour le 4e emplacement. Déménager n'était pas seulement compliqué sur le plan logistique. C'était symboliquement catastrophique. Gérald appela le numéro de la gestion immobilière 4 fois la première semaine. Sandra répondit à chaque appel de manière professionnelle et constante. La décision du propriétaire était finale. L'avis de non-renouvellement était maintenu et toute question sur le processus devait être adressée aux coordonnées fournies dans l'avis. Le 14 janvier, je reçus un texto de mon cousin Marcus. « Salut Maya, question bizarre. Tu ne t'y connaîtrais pas un peu en immobilier commercial, par hasard? Papa a un problème avec son local de restaurant, et je me suis dit que tu aurais peut-être des contacts ou quelque chose. » Je répondis, je m'y connais un peu. Que se passe-t-il? Il expliqua la situation avec des détails prudents et minimaux, clairement briefés pour ne partager que le nécessaire. Le bail de l'emplacement de Méridian n'était pas renouvelé. Le propriétaire, une certaine LLC, ne négociait pas. Il devait soit trouver le décideur, soit trouver un nouvel espace, et aucune des 2 options n'avançait bien. « C'est qui la LLC propriétaire » demandai-je. Il m'envoya le nom. Je le fixai sur mon écran un moment. Callaway Property Holdings LLC. Je vais voir si je peux trouver quelque chose, répondis-je. Le 22 janvier, Victor m'appela directement. C'était remarquable parce que Victor ne m'avait pas appelé directement, pas pour une raison personnelle, pas pour prendre de mes nouvelles, pour rien du tout en 4 ans. Sa communication avec moi se faisait lors d'événements familiaux, par l'intermédiaire de ma grand-mère, ou occasionnellement par tante Renée avec la chaleur particulière d'une femme livrant un message qu'elle jugeait indigne d'elle. Maya. Sa voix était différente. Pas douce exactement, mais prudente d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été avec moi. Je t'appelle parce que Marcus a dit que tu pourrais avoir des relations dans l'immobilier commercial. Je connais des gens, dis-je. Nous avons un problème avec l'emplacement de Méridian. Il l'expliqua efficacement. Le non-renouvellement, le délai, le fait qu'il n'avait pas pu joindre le véritable décideur par l'intermédiaire de la société de gestion. Il nous reste environ 45 jours. J'ai besoin de rencontrer la personne qui possède cet immeuble. Que lui diriez-vous ? Demandai-je. Je demanderai un renouvellement. J'offrirai une durée plus longue. Nous sommes dans cet espace depuis 11 ans, Maya. Nous avons été de bons locataires. Quel genre de conditions de renouvellement envisagez-vous? Il mentionna un chiffre. C'était plus proche du prix du marché que son arrangement actuel. Il avait clairement fait des recherches, mais c'était encore environ 6 000 € par mois en dessous de ce que l'espace commanderait sur le marché libre.
Je restai silencieux un moment. Je vais contacter mon contact, dis-je. Je ne peux rien promettre. J'apprécie, dit-il. Et puis, parce qu'il était Victor et qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, même dans un moment de besoin, je sais que l'immobilier n'est pas vraiment ton domaine principal, mais chaque petit coup de main est utile, n'est-ce pas? Je dis, je te recontacterai. Je demandai à Sandra de programmer une réunion pour le 28 janvier. Je lui dis de réserver la salle de conférence de notre bureau de gestion immobilière, un espace propre et professionnel au 14e étage d'un immeuble du centre-ville que je possédais également, et de préparer le dossier de bail complet. L'analyse des prix du marché et le résumé de l'évaluation de la propriété. Je lui dis que j'y assisterai personnellement. Victor arriva avec Gérald et un avocat spécialisé en immobilier commercial nommé Patrick Oy, qui portait un porte-document en cuir et le calme exercé de quelqu'un payé pour projeter de la confiance dans des pièces difficiles. Ils furent conduits à la salle de conférence par l'assistante de Sandra et on leur offrit de l'eau et du café. J'arrivai 7 minutes après eux, ce qui était intentionnel. J'entrai, vêtu d'un blazer en laine gris anthracite, les cheveux tirés en arrière, ne portant que mon téléphone. Sandra était déjà assise à la table avec les dossiers. Je m'assis en bout de table. L'expression de Victor passa par 3 phases distinctes en environ 2 secondes. La première fut la reconnaissance. La deuxième fut la confusion. La troisième fut quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage en 31 ans. Une sorte de recalcul, comme un homme soudainement incertain du sol sous ses pieds. Maya. Il dit mon nom comme les gens disent un mot dont ils ont soudainement perdu confiance en la signification. Oncle Victor. Je croisai les mains sur la table. Gérald. Monsieur Oy. Je fis un signe de tête à chacun d'eux. Merci d'être venu. Gérald regarda Sandra. Sandra sourit professionnellement. Vous êtes, commença Victor. La propriétaire officielle de Callaway Property Holdings LLC, dis-je, et la propriétaire du 440 Meridian Street. Oui. Patrick Oy, à son crédit, se reprit le premier. Il ouvrit son porte-document et cliqua sur son stylo. Gérald but une longue gorgée d'eau. Victor ne dit rien pendant un moment. Puis, depuis combien de temps? Depuis des années, dis-je. J'ai acheté l'immeuble de la succession Whitmore en 2020. Depuis des années, répéta-t-il. Il regarda la table. Puis il leva les yeux vers moi. Et tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé, dis-je. Et pour être juste, tu as toujours été très clair sur ton évaluation de mes capacités professionnelles, donc je comprends pourquoi il ne te serait pas venu à l'esprit de demander. Il eut la décence d'encaisser cela sans le dévier. Gérald se pencha en avant. Mademoiselle Callaway, nous sommes très intéressés par la discussion d'un renouvellement. Nous sommes dans cet espace depuis 11 ans. Nous avons apporté des améliorations significatives à l'intérieur à nos propres frais. J'ai les dossiers, dis-je. Sandra fit glisser un dossier sur la table. J'ai aussi l'analyse actuelle des prix du marché pour le quartier, l'évaluation mise à jour de l'immeuble et un résumé des prix de location actuels pour des espaces commerciaux comparables en rez-de-chaussée dans ce couloir. Un autre dossier. Je veux que ce soit une conversation transparente. Patrick Oy examina la feuille des prix du marché. Il garda une expression neutre, mais je vis son stylo ralentir sur la page. Le loyer actuel, dis-je, est de 11 400 € par mois. Vous êtes dans cet espace depuis 11 ans à un taux essentiellement identique, ce que je tiens à reconnaître. Les propriétaires précédents n'ont pas ajusté pour l'appréciation du marché, et moi non plus pendant 4 ans. Le prix du marché actuel pour cet espace est de 28 500 € par mois. Le silence dans la pièce avait un poids. C'est une augmentation de près de 17 000 €, dit Gérald. C'est exact. Victor me regardait, non pas avec la chaleur qu'il affichait au dîner, ni avec le mépris que j'avais l'habitude de recevoir de sa part. Il me regardait comme une personne regarde quelqu'un qu'elle voit clairement pour la première fois et essaie de comprendre depuis combien de temps elle est passée à côté. Je ne suis pas ici pour extraire la valeur maximale de cette situation, dis-je. Je suis ici parce que vous avez demandé une réunion, et j'ai pensé que vous méritiez de l'avoir avec le véritable décideur plutôt que de vous laisser courir après quelqu'un que vous ne trouveriez jamais. Je fis une pause. Je suis prête à offrir un renouvellement. Un bail de 5 ans, à 19 800 € par mois, ce qui est en dessous du marché,
et je veux que cela soit noté. En échange, je veux un droit de préemption sur toute vente d'actifs de Callaway's Kitchen LLC liée à l'emplacement de Méridian, une garantie personnelle de votre part sur le bail plutôt que seulement celle de la LLC. Et je veux que les dossiers d'amélioration intérieure soient officiellement documentés et crédités au dossier de la propriété. Patrick OAY écrivait rapidement maintenant. Pourquoi offririez-vous un prix inférieur au marché? Demanda Gérald. Il n'était pas méfiant. Il essayait sincèrement de comprendre. Parce que cela fait 11 ans, dis-je, et parce que je ne suis pas intéressé à détruire quelque chose qui fonctionne. Je suis intéressé par des conditions qui reflètent où nous en sommes réellement. Victor était toujours silencieux. Je le regardais. Vous avez jusqu'au 7 février pour accepter ou refuser. Si vous refusez, le non-renouvellement est maintenu et nous mettrons l'espace sur le marché au prix courant. Nous avons déjà 2 demandes de renseignements. Je fis glisser une dernière feuille sur la table. Le résumé de l'intérêt préliminaire de notre courtier. Je n'avais pas sollicité ces demandes spécifiquement pour cette réunion. Elles étaient venues organiquement quand le bruit avait couru que l'espace pourrait être disponible. Victor regarda la feuille. Puis il me regarda. Le cas social, dit-il doucement et sans le verre levé. La propriétaire, dis-je, mais c'est assez proche. Victor signa le renouvellement le 6 février, un jour avant la date limite. Bail de 5 ans, 19 800 € par mois, garantie personnelle incluse. Patrick OAY avait contesté 2 clauses, et j'avais tenu bon sur les 2. Sandra traita les documents avec sa précision habituelle. Le premier chèque arriva le 1er mars. La famille l'a pris par bribes, comme les familles apprennent toujours les choses. Par des conversations périphériques, des appels téléphoniques entendus. L'incapacité de Tiffany à garder une information pour elle plus de 48 heures. À la mi-février, les grandes lignes de l'histoire avaient circulé. Maya possédait l'immeuble de Victor. Maya était la propriétaire de Victor depuis 4 ans. Maya avait plus d'argent qu'aucun d'entre eux ne l'avait imaginé, dans une direction où il n'avait pas pensé à regarder. Ma grand-mère m'appela un jeudi soir. Je savais que ton grand-père avait bien choisi, dit-elle, ce qui fut le plus qu'elle dit à ce sujet et le plus qu'il y avait à dire. Mon père m'appela un vendredi matin et pleura pendant environ 45 secondes, puis se ressaisit et me demanda si je voulais venir dîner ce week-end, et je dis oui. Marcus m'envoya un texto, je te dois des excuses et aussi, est-ce qu'on pourrait parler d'investissement immobilier un de ces jours? Je répondis, dîner un de ces soirs. C'est moi qui invite. Victor n'appela pas. Il n'envoya pas de texto. Il n'aborda pas ce qui s'était passé à la table de Noël, ni les 4 années de proximité avec quelque chose qu'il n'avait pas pris la peine de regarder, ni le verre qu'il avait levé dans une pièce pleine de sa famille et le mot qu'il avait enveloppé de chaleur et pointé sur moi. Je n'exigeais pas cet appel. Je veux être honnête à ce sujet parce que c'est important. Je n'avais pas envoyé le message de Sandra pour forcer des excuses. Je l'avais envoyé parce qu'un homme m'avait traité de cas social et que j'étais la raison pour laquelle son entreprise avait encore un foyer. Et je pensais que cela méritait d'être vrai, qu'il le sache un jour ou non. Le fait qu'il le sache, sa connaissance, s'était avéré être un effet secondaire plutôt qu'un objectif. En mars, j'assistais à la réunion de Pâques de la famille chez grand-mère Héloïse. J'arrivais avec une tarte aux patates douces et une bouteille de vin que ma grand-mère aimait. Je m'assis près du bout de la table comme d'habitude. Victor s'assit en bout de table comme il le faisait toujours. Il ne porta pas de toast. Quand le dîner fut servi, il me passa le panier à pain en premier. C'était une petite chose. Il ne dit rien en le faisant. Il prit simplement le panier et le tendit dans ma direction avant de servir qui que ce soit d'autre. Et il y avait quelque chose dans ce geste, pas exactement des excuses et pas une reconnaissance sous une forme qui nommait ce qui s'était passé, mais quelque chose que je reçus tranquillement et qui s'installa en moi sans cérémonie. Je pris un petit pain, le remerciai, et nous dînâmes. Au printemps de cette année-là, j'avais étendu Callaway Property Holdings à 34 propriétés. Le portefeuille avait franchi la barre des 37 millions d'euros en valeur estimée. Le revenu net pour l'exercice précédent avait été de 3,1 millions d'euros. J'avais également commencé à travailler sur un partenariat de développement communautaire avec la ville, un projet de logement à revenu mixte sur une parcelle que je possédais dans le Couloiret. Conçu en consultation avec les associations de quartier et structuré pour générer à la fois un rendement financier et un véritable bénéfice communautaire.
La personne de liaison de la ville qui gérait nos premières réunions était une jeune femme nommée Destiny qui me rappelait moi-même à 24 ans, et j'avais commencé à passer des appels d'introduction en son nom à des personnes que je connaissais en urbanisme et en financement du développement. Je n'annonçais rien de tout cela au dîner de famille. Je commençais à laisser entrer lentement et sélectivement des gens. Ma cousine déjà, celle qui n'avait pas ri à Noël, s'avéra être en train de terminer un diplôme en urbanisme, et je l'invitais à me suivre lors de 3 visites de propriété en février. En avril, elle m'avait demandé si elle pouvait travailler pour moi à temps partiel tout en terminant son programme, et j'avais dit oui. Mon frère, Kendall, qui travaillait dans la gestion de projets pour une entreprise de construction de taille moyenne, commença à m'envoyer des questions sur les délais de développement et la sélection des entrepreneurs. Nous avons eu 3 longs appels téléphoniques en mars qui se sont transformés en une conversation pour savoir s'il y avait un rôle pour lui dans le projet de développement communautaire qui avait du sens pour nous deux. Il y en avait un. La famille que j'avais choisi de construire tranquillement commençait à inclure une partie de la famille dans laquelle j'étais né. Pas tous, et pas sans discernement, mais certains. Ceux qui s'étaient toujours assis près du bout de la table avec moi. Ceux qui n'avaient pas ri. Le restaurant d'Oncle Victor au 440 Méridian continua de bien marcher tout au long du printemps. Le nouveau bail reflétait la valeur réelle de l'espace, et tout le monde le savait, et l'arrangement fonctionnait proprement, comme les arrangements honnêtes ont tendance à le faire. Un mardi après-midi de fin avril, je passais devant l'immeuble en me rendant à une visite de chantier. L'enseigne du restaurant était allumée. À travers la fenêtre, je pouvais voir la foule du déjeuner, les tables pleines, la pièce chaleureuse avec l'énergie particulière d'une salle à manger animée au milieu d'un bon service. Je ralentis un instant, regardai l'enseigne, Callaway's Kitchen, mon nom sur son immeuble, son nom sur mon enseigne. Je pensais à mon grand-père. Je pensais à 180 000 €, à un livre que j'avais lu 3 fois et au genre particulier de foi qui ne s'annonce pas. Puis je me rendis à la visite de chantier et me remis au travail.